L'histoire des Juifs de France, c'est tous les matins sur Radio J et c'est en compagnie de vous, Christophe Dard. Alors pour ce nouveau numéro, vous continuez à évoquer l'affaire Dreyfus. Au précédent numéro, nous parlons de la découverte du fameux bordereau qui va alors accuser Dreyfus en septembre 1894 et du procès pour haute trahison en conseil de guerre qui aura lieu dans la foulée. Parlons à présent de la condamnation et des années de prison du capitaine Dreyfus, alors que dans le même temps, Christophe, la société française se divise entre pro et anti-Dreyfus, entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et oui, c'est un coup de tonnerre, en même temps qu'un coup de massue qui s'abat sur Alfred Dreyfus ce 22 décembre 1895. Après 2 jours de procès à huis clos à Paris, des témoignages à charge mais sans preuve et un dossier d'instruction bien mince avec même un dossier secret qui avait été transmis la veille du début des délibérés par le commandant Armand Dupaty de Clam à la cour, à l'insu d'ailleurs de la défense et de l'accusé, ce qui est illégal, Alfred Dreyfus est condamné à l'unanimité des 7 juges pour intelligence avec une puissance étrangère. C'est donc vraiment pas une surprise quand on reprend le contexte de l'époque, mais une surprise par rapport à l'instruction. Alfred Dreyfus écope de la peine maximale applicable en vertu de l'article 76 du Code pénal, la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, c'est-à-dire comprenez le bagne, ainsi qu'à la destitution de son grade et à la dégradation militaire. Dreyfus échappe toutefois à la mort car cette peine a été abolie pour les crimes politiques depuis 1848. Alors Christophe, une grande partie de la presse nationaliste et antisémite qui depuis le début a jugé que Dreyfus était coupable par des articles à charge et de haine contre les Juifs se réjouit bien sûr de cette condamnation. Et on peut lire par exemple dans le journal La Croix le 25 décembre 1894 qui se revendiquait de ce peu glorieux titre de journal le plus antisémite de France. Les journaux commentent le jugement du conseil de guerre. Presque tous trouvent la condamnation trop légère pour le forfait. Quelques-uns osent continuer leurs attaques contre le ministre de la guerre. Tous ceux dont les attaques juives sont indiscutables chargent comme à dessein le coupable, l'exclut de l'humanité et tâche de séparer sa cause de celle de ses congénères. Et un peu plus loin, toujours dans le journal La Croix, je cite: samedi soir, la France entière attendait avec impatience la lecture du jugement qui allait lui dire si oui ou non elle avait été trahie. Et dans le Figaro, on peut lire comment il y a la peine de mort pour le brave soldat qui, dans un accès de démence, lève la main sur son supérieur. Il y a la peine de mort pour le pauvre petit conscrit qui, dans un moment de panique, s'enfuit du champ de bataille. Et la peine de mort n'existe pas pour l'officier qui a trahi sa patrie, qui a vendu la France et qui l'a vendue non pas d'un seul coup, mais qui l'a livrée pendant des années et des années, jour pour jour, heure par heure. C'est incompréhensible, cela révolte la conscience. La plupart de la classe politique de Jaurès à Clémenceau, convaincue de la faute de Dreyfus, se félicite de ce jugement et espérait également la mort. D'ailleurs, le ministre de la Guerre, Auguste Mercier, dépose à la Chambre des députés un projet de loi afin de rétablir la peine de mort pour le crime de trahison. Et le 31 décembre 1894, on propose à Dreyfus, dans sa prison, un allègement de sa peine en échange de ses aveux. Ce que le capitaine refuse. Le même jour, la Cour de cassation rejette le pourvoi déposé par le capitaine. Et le 5 janvier 1895 se déroule cette scène terrible dans une cour de l'école militaire. Par un matin glacial, le capitaine Dreyfus est dégradé. Une humiliation pour cet homme qui avait émigré en France avec sa famille après la guerre de 1870 afin justement de rester français. 4000 soldats formés en carré entourent celui que l'on surnomme le traître. Toute la hiérarchie militaire est là, évidemment, et assiste à cette dégradation dans un silence de mort, bientôt perturbé par le roulement des tambours. Dreyfus est accompagné par 4 artilleurs. Il la met devant un huissier qui lui lit un jugement. Et là, un adjudant de la garde républicaine lui arrache les insignes, les lanières d'or de ses galons, les parements des manches et de la veste. Il y a d'ailleurs cette célèbre couverture du Petit Journal, quotidien populaire à gros tirage de l'époque, qui montre la dégradation de Dreyfus le 5 janvier 1895 avec comme légende le traître. Dreyfus reste digne, la tête haute, n'a plus aucun galon. Tout est jeté à terre et face à lui, un gradé brise son épée en 2. Plus loin, 20 000 personnes s'amassent et Dreyfus clame son innocence et hurle « Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée !» Et c'est vrai, Christophe, que le capitaine Dreyfus est resté digne jusqu'au bout. Alors, quelques jours plus tard, il est transféré au bagne de l'île de Ré. Il y restera plus d'1 mois. Il a le droit de voir sa femme 2 fois par semaine, mais à une distance importante et avec le directeur de la prison au milieu d'eux. Et finalement, décision est prise non pas de l'envoyer en déportation en Nouvelle
Nouvelle-Calédonie par crainte d'une évasion, mais dans un endroit aux conditions plus rudes encore, la Guyane. Sur les îles du Salut, ces îles qui forment un archipel, 3 îlots d'origine volcanique à 14 km au large de Kourou, bref, dans une zone sauvage et totalement éloignée et au climat particulièrement difficile. La loi d'ailleurs est rapidement votée en ce sens, c'est le 12 mars 1895. Après 15 jours d'une traversée longue et pénible, voilà Dreyfus qui arrive donc en Guyane. Il reste d'abord un mois dans un bagne de l'île Royale, puis il est transféré ensuite en avril sur l'île du Diable qui porte bien son nom car les conditions y sont terribles et déplorables. Exactement, 1200 mètres de long, large de 400, c'est vraiment pas grand-chose. C'est l'une des 3 îles du Salut, donc baptisée ainsi d'ailleurs par les Indiens qui ont fait de cet îlot rocheux dépourvu de végétation la résidence de l'Iroukan, c'est-à-dire l'esprit du mal. Donc ça vous donne quand même une idée de la réputation de cet endroit, avec des courants de vent très forts, la température qui peut même atteindre les 45 degrés. D'ailleurs, avant Dreyfus, beaucoup de prisonniers français jugés parmi les plus dangereux, y ont été mis là. L'île a servi même de léproserie pour les forçats affectés par le bacille de la lèpre, qui est nécessaire d'isoler pour éviter la propagation de l'épidémie. Voilà donc le cadre cauchemardesque de l'île du Diable. Et Dreyfus vit dans des conditions inhumaines. Il est le seul habitant de l'île et vit ou survit plutôt dans une case de pierre de seulement 4 mètres sur 4. Il est sous-alimenté, pas soigné, il tombe malade à cause des infections tropicales. Il vieillit évidemment très rapidement et sa seule activité autorisée, c'est l'écriture. Mais toutes ses lettres sont relues avec des passages bien sûr censurés. Alors il s'accroche à son épouse Lucie, qu'il avait épousée religieusement à la synagogue à Paris, en présence d'ailleurs du grand rabbin de France. C'était quelques années plus tôt. Il lui envoie des lettres, il pense aussi à ses enfants, mais les conditions de vie sont de plus en plus terribles. Il est même contraint, Olivier, 1 an après son arrivée sur l'île du Diable, à subir un supplice supplémentaire que je pense peu d'humains pourraient supporter. Il est mis ce qu'on appelle à la double boucle, c'est-à-dire qu'il doit rester sur son lit, immobile, les chevilles entravées. Alors pourquoi, me direz-vous? Parce que franchement, il y avait peu de chances qu'il puisse s'évader. Et bien tout simplement parce qu'il y a eu des rumeurs d'évasion arrivées en France, complètement fausses bien entendu, mais bien sûr suffisantes pour renforcer le sadisme à l'égard de Dreyfus, désespéré, et on peut penser tout de même en proie au suicide à ce moment-là. Alors pendant ce temps, Mathieu Dreyfus, le frère aîné d'Alfred Dreyfus, est convaincu de l'innocence du condamné. Il fait d'ailleurs tout pour rassembler autour de lui un mouvement afin d'obtenir la révision du procès de décembre 1894. Et il écrit « Après la dégradation, le vide se fit autour de nous. Il nous semblait que nous n'étions plus des êtres comme les autres, que nous étions comme retranchés du monde des vivants. » Et donc effectivement, il va solliciter des journalistes, dont le Libertaire, le journaliste juif Bernard Lazare. D'ailleurs, on parlera de lui dans un épisode à part entière prochainement. Lazare, qui est le premier à publier un texte en faveur de Dreyfus en 1896 à Bruxelles. Une publication qui n'a pas beaucoup d'influence à ce moment-là, mais qui contient quand même des détails assez intéressants, et d'ailleurs à tel point que l'état-major va suspecter le nouveau chef du service de renseignement, le fameux Picard, d'en être responsable. Ce dernier est en effet en poste depuis 1 an. Il a remplacé le colonel Sander, gravement malade, qui avait joué un rôle important dans les accusations contre Dreyfus au début de l'instruction. Et depuis le début, Picard se dit qu'il y a quand même quelque chose de très bizarre dans ce dossier et il va s'y atteler assez rapidement. Merci Christophe pour ce dossier très triste et très passionnant à la fois pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France. Et nous continuerons bien sûr avec vous d'explorer cette affaire Dreyfus qui va connaître encore de très nombreux rebondissements. Le feuilleton continue donc sur Radio J.